Mesdames et messieurs, c'est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre dernière manifestation de la saison avant Noël. Et elle portera sur le bilan géopolitique et moral idéologique de l'année 216, si riche en événements qui vont sans doute influencer le futur des relations internationales et de l'Union européenne, dont la politique extérieure, s'il y en avait une, semble avoir fait faillite. Les électeurs ont donné une gifle à l'élite mondialiste partout. Le Brexit, le succès inattendu de Donald Trump en Amérique, qui a produit une hystérie médiatique qui continue jusqu'à aujourd'hui et qui a produit une crise de nerfs parmi les dirigeants officiels de Bruxelles et de la France hollandienne et l'Allemagne merkelienne. Le référendum en Italie, dont Monsieur Dario Citacci va nous raconter, ce référendum qui a rejeté le désir du gouvernement de garder à tout prix l'Union européenne sans réforme, mais par les réformes intérieures. Les 46% donnés par les voteurs en Autriche pour le candidat avec une vision conservatrice et antimondialiste, nommé toujours naturellement libellé comme toujours par les médias libertaristes, le nazi et le fasciste. Notre institut, l'IDC, a justifié le nom think tank donné par les médias, car nous avons discuté de tous ces thèmes pendant l'année. Les zigzags de la politique turquoise, nous avons discuté là, le Brexit et le phénomène de Donald Trump aussi. Nous avons participé avec Caterina à une conférence en Italie avec présence de l'ancien ministre des Étrangers Franco Frattini, président du comité des affaires étrangères du Sénat, sur le bilan géopolitique et les tendances autour de la mer Noire. Aussi, nous avons discuté le destin des chrétiens et toute la situation au Proche-Orient, à Genève, pendant la session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Notre think tank essaie de discuter tous ces événements avec nos experts et avec vous, nos chers partenaires, chers amis et chers hôtes. En général, on peut dire que le mythe que les sociétés européennes partagent tout ce que l'élite fait, approuve, entérine toutes les constantes de la philosophie libertariste, mondialiste dans le domaine de l'économie et aussi dans la politique, était cassée. Et pour analyser les résultats, le bilan de cette année si riche en événements, nous avons choisi les intervenants qui nous donneront cette analyse. C'est Ekaterina Narochnitskaya, vice-présidente de notre IDC, directrice de recherche, ancienne directrice du département Europe et Amérique à l'Institut de l'information en sciences sociales de l'Académie des sciences de Russie, rédactrice en chef de la revue Perspective Vie à Moscou, auteur de nombreux ouvrages, dont plusieurs portent sur la France. C'est monsieur Pascal Marchand, agrégé de géographie, docteur d'État, professeur des universités à Lyon 2, spécialiste de la Russie. Sans Russie, on ne peut pas analyser les événements de cette année. Et monsieur Signor Dario Citacci, notre ami et partenaire pendant quelques années, nous avons collaboré déjà. Nous avons eu une conférence superbe en Italie, en Sicile, au Palermo, avec la présence de quelques maires des villes siciliennes,
Dario Cittacci travaille à l'Institut des hautes études de géopolitique à Rome. Il est auteur de La passione dell'Eurasia, storia e civiltà in Lev Gumilev, La passion de l'Eurasie, histoire et civilisation chez Lev Gumilev. Lev Gumilev était un dernier très important représentant de la théorie de doctrine de néo-eurasisme pour la Russie. Un intellectuel, le fils d'une grande poétesse russe du siècle et fils d'un officier poète Gumilev qui était cassé par les bolchevistes. C'est bien, nous commençons. Je donne la parole à Ekaterina Naruchnitskaya pour nous donner le panorama, la vision. Si c'est possible, naturellement, ce n'est pas possible. Tout à fait, absolument. Merci. C'est vraiment, n'est pas possible de présenter un panorama qui soit complet du bilan de cette année, et même en abordant ce sujet, du bilan de l'année mondiale, internationale, je crois qu'il convient justement de mettre en relief un point. C'est impossible vraiment de parler de tout, parce que le monde est vaste et divers, et même s'il est beaucoup plus interdépendant aujourd'hui que ce n'était pas le cas auparavant, mais il ne va pas dans le même sillage. Et le bilan principal de l'année est bien différent, quand même, pour même les grandes parties de ce monde. Pour l'Occident, par exemple, le Moyen-Orient, l'Amérique latine ou la Chine et d'autres acteurs asiatiques et encore Afrique. Donc, je me concentre plutôt sur ce qui nous est relativement plus proche. Et d'abord, quelques remarques sur le bilan de cette année pour la Russie. Donc, l'année 2016, à mon avis, a confirmé disons, trois réalités déjà présentes dans les années précédentes. Tout d'abord, première réalité, c'est une consolidation des Russes en ce qui concerne les directions générales à suivre, en ce qui concerne le positionnement du pays dans le monde, son positionnement nettement, par exemple, vis-à-vis de l'Occident, de l'Europe, mais aussi des autres acteurs mondiaux, et enfin, par rapport à sa propre histoire, y compris l'histoire la plus récente. Bien sûr que cette consolidation n'est pas du tout absolue, c'est pas pour 100%, si c'était le cas, donc ce serait vraiment un fait artificiel, et même on a assisté à une certaine polarisation et radicalisation de l'opposition, mais qui reste quand même très minoritaire. Je dirais pas plus de 10%, c'est une appréciation, c'est ma appréciation qui est basée sur l'étude de différentes données. Mais quand même, cette consolidation, elle est bien majoritaire et elle est bien solide. Et c'est ce qui explique vraiment les résultats des élections législatives dernières, malgré tout le mécontentement qui existe sur des dossiers concrets de la réalité russe. Deuxième point, c'est une stabilisation relative sur le plan macroéconomique. Il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu d'un effondrement, pas du tout, et même au contraire. Il y a un certain des signes positifs. Bon, mais troisième point, il n'est pas si optimiste parce qu'on peut parler aussi de la confirmation d'une stabilité, disons, négative, entre guillemets. C'est-à-dire, je veux dire que
tous les problèmes majeurs internes, comme par exemple fragilité, disbalance économique, en premier lieu, sont toujours là. Ils sont grosso modo. Et bien sûr, et on ressent de plus en plus, voilà, ce manque de percée. Même s'il y a des points de croissance et il y a certains secteurs qui se développent d'une façon dynamique, par exemple l'agriculture ou le secteur de l'informatique. Mais quand même, oui, généralement, ça reste dans ce sens la même chose. On n'est pas entré sur, disons, une trajectoire stratégique du développement durable et dynamique, sur le plan économique surtout. Et peut-être c'est pour cette raison-là, oui, que le message dernier du président russe au Parlement se concentrait plutôt sur les dossiers intérieurs. Donc, maintenant, je passe à cette partie du monde où la vie a été peut-être plus passionnante cette année parce qu'on a assisté, on a vu toute une série de changements ou événements sans précédent par leur contenu ou par leur ampleur cumulative. Maintenant, on parle même d'un tsunami politique qui balaie les leaders en place, tels que Clinton ou Cameron, Renzi, etc. Et maintenant, le président même français qui ne se portera pas comme candidat pour une autre législature. Mais ce qui est important, que tous ces leaders, ils appartiennent à peu près à la même grande famille politique. Cette famille politique qui, quelle que soit l'alliance, même représente le cours, la politique néolibérale, libertariste et mondialiste, fédéraliste s'il s'agit de l'Europe, des dernières décennies. Et comme, bien sûr, il s'agit des choses qui sont au cœur même de la stratégie occidentale dans le monde et de sa stratégie intérieure, je dirais, et extérieure, bien sûr, ça intéresse et tous les restes. Ça intéresse tous les pays et ça intéresse beaucoup les Russes. Donc, maintenant, il ne manque pas de scénarios fantaisistes et alarmistes, mais c'est très important d'analyser ces situations calmement et d'une façon qui ne soit pas instrumentaliste. Donc, c'est évident qu'il y a des éléments centraux, tels que le Brexit. Le Brexit est devenu maintenant réel, et c'est sans précédent, vraiment. Et la présidentielle américaine, à maintes regards, a été aussi hors du commun. Le phénomène Trump, sa victoire, c'est aussi vraiment un événement peu attendu par les uns, peu espéré, peut-être insuffisamment espéré par les autres. Mais il faut quand même voir clair que l'impact final de ces événements, par exemple sur le statut de la Grande-Bretagne ou sur la ligne officielle de la Maison-Blanche, il n'est pas encore clair. Il est évident qu'il peut être minimisé. Mais cela ne dévalue pas l'importance de ces événements en tant qu'expression d'une certaine tendance de fond. Et surtout parce qu'ils sont complétés par d'autres faits et d'autres événements aussi non négligeables, tels que la montée des partis et des leaders eurosceptiques, le vote croissant pour ceux qu'on appelle à tort ou à raison l'extrême droite,
le référendum, par exemple, en Hongrie, d'octobre, sur le sujet de l'immigration, la défaite de Renzi, mais aussi les surprises, quelques surprises de la campagne présidentielle française, et ou par exemple le phénomène des sondages erronés, ce qui n'est pas si facile à expliquer, qu'on le tente d'expliquer par des choses superficielles et conjoncturelles. Donc, si les contextes concrets, les contextes nationaux se diffèrent, mais tous ces cas ont une dimension évidente commune, parce qu'ils s'inscrivent dans la même logique, bien sûr, de contestation et de la révision, si vous voulez, du cap général choisi par les élites et les sociétés, aussi les sociétés occidentales, depuis 2 ou 3 décennies. Depuis, enfin, surtout la fin de la guerre froide. Mais bien sûr que une révision, quelle que soit sérieuse, de cette stratégie, elle suppose qu'il faut aller au-delà des postulats dominants de la dernière période, au-delà de la vulgate, si je peux employer le mot de Emmanuel Todd, de la vulgate occidentale de la dernière période. Et d'ailleurs, il faut remarquer que cela, justement, pourrait restaurer ce côté précieux et ce côté fort, ce côté très attractif du modèle européen, c'est-à-dire le principe et la culture de débat en profondeur et le principe de coordination, de juxtaposition des idées, des solutions, etc. Bon, mais le fait qu'il existe une telle contestation, il n'est pas nouveau. Donc, dans ce sens, il n'y a pas eu de changement, il n'y a eu pas de découverte, en fait. Parce qu'il s'agit, bien sûr, d'un phénomène qui existe depuis longtemps, et il s'agit en fait d'un clivage en grande partie latent, mais absolument réel, un clivage au sein des sociétés occidentales qui en fait porte sur un large éventail de valeurs, de principes. Disons, c'est un clivage de visions différentes du futur et de la société du siècle qui a commencé. Donc, est-ce qu'il y a une prise de conscience voilà, de ce fait et de cette contestation? Parce que ça, c'est vraiment l'autre côté de la situation, et pour analyser ce qui se passe, ce que nous voyons, il faut peut-être se concentrer aussi sur l'accueil, voilà, de ces manifestations, de ces événements ici, oui, au sein de l'Occident, tout d'abord. Je dirais que, bien sûr, il y a un choc, il y a une peur, et si on peut, selon les témoignages des experts, par exemple, des institutions européennes, là, on peut voir une peur, une inquiétude profonde, une peur même de l'implosion de l'Union européenne, ce qui n'était pas envisageable encore il y a quelques années. Mais en dehors de ça, et si on juge par le devant du monde médiatique, on voit que pourtant l'accueil de tous ces événements, il va dans un autre sens. Et on cherche et on trouve toutes sortes d'explications secondaires ou partielles ou même mythiques. Et je ne veux pas m'arrêter sur
voilà cette version de l'ingérence russe dans le vote sur le Brexit ou l'élection des présidents américains. Je crois que c'est un peu un fait dérisoire qui doit se présenter comme tel aux yeux des gens qui ne sont pas aveuglés. Mais très souvent, et le plus souvent, quand on écoute les experts qui se prononcent sur le sujet, on entend par exemple que tout ça s'explique par des griefs économiques. Et d'ailleurs, mais cela est désavoué même statistiquement. Par exemple, si on prend le succès électoral du parti Alternative pour l'Allemagne, dans la région de Poméranie, donc c'est une région en pleine prospérité. Et même ceux qui reconnaissent qu'il ne s'agit pas que de ça, bien sûr, il y a une forte motivation identitaire, par exemple. Ils tendent toujours à présenter cela comme, par exemple, une victoire des vieux sur les jeunes. C'est ce qu'on a vu, par exemple, dans la revue Foreign Affairs. Vous avez vu que beaucoup peut-être ont vu cette couverture du dernier numéro de Foreign Affairs qui présente une paire très âgée et disons au visage non assez dupe, je dirais même comme le symbole de la victoire de Trump. Et cette thèse, on peut entendre partout, et même à la télévision russe, par exemple, défendue par certains analystes britanniques. Donc la victoire des jeunes sur les vieux, la victoire des moins éduqués sur les plus éduqués, et enfin la victoire du passé sur le futur. Pour l'âge, je dirais que voilà cette instrumentalisation du fait que vraiment parmi les plus âgés, Trump a été, il y a eu une forte préférence pour Trump, mais il est absolument évident que d'ailleurs ce ne sont pas eux qui constituent le corps et sont l'essentiel de ces électeurs. Parce que on peut étudier la structure de ceux qui ont voté pour Trump pour voir que même numériquement, ce sont toujours des groupes d'âge, disons, au milieu, c'est-à-dire les moins jeunes, en fait, c'est-à-dire les gens qui constituent le cœur même de toute société. Moins jeunes, de 30 à 40, de 50, 60 ans, mais pas les plus âgés, c'est-à-dire 65 et plus, qui ont voté pour Trump, et il y a une statistique, une préférence pour Trump parmi les électeurs blancs les plus éduqués. Mais voilà, et quand on parle de la victoire du futur sur le passé, cela me rappelle l'histoire. Parce que dans l'histoire, on a vu pas mal d'idéologies qui essayaient de monopoliser la vision du futur. En commençant par les bolcheviks, c'est un des exemples, et on voit la même chose aujourd'hui. Pas seulement en Occident, mais aussi dans les autres parties du monde, faisant des exemples de fanatisme, par exemple l'islamisme radical. Donc, on sait très bien quelle était la fin de ces idéologies qui ont donc monopolisé voilà, ce droit de déterminer le futur.
Quant à la composante économique, bien sûr que voilà, tout ce qui se passe, elle a une forte composante économique, mais même aussi dans un autre sens. Et je dois dire que la crise, par exemple, du projet néolibéral et mondialiste, il ne s'exprime pas que dans voilà, cette mobilisation électorale protestataire. Il y a d'autres aspects, par exemple l'aspect économique. Maintenant, j'entends par cela ce qu'on appelle relocalisation, c'est-à-dire la réindustrialisation de l'Occident. Et maintenant, même la Commission européenne a fini par reconnaître l'impératif de réindustrialiser les pays européens. Et ça, maintenant, organisent des colloques sur le sujet. Et aux États-Unis, même ce retour des entreprises sur le sol national, et là, il fait bon train depuis des années déjà, depuis quelques années en tout cas. Mais pourtant, on passe sous silence que la théorie qui préconisait la désindustrialisation des pays occidentaux était un des pivots de cette mondialisation libérale. Et cette théorie présentait même, oui, cette délocalisation des industries et le passage à l'économie tertiaire, le passage à l'économie de services en tant que progrès, en tant qu'attribut du haut niveau de développement. Maintenant, on voit que c'était cet élément très important, voilà, de cette idéologie qui a envahi d'ailleurs presque la science économique à travers le monde, y compris la Russie, et c'est avéré fausse en fait. Donc, mais je reviens quand même aux façons de comprendre et d'interpréter voilà, cette vague contestataire occidentale. Donc, un sujet est crucial, en fait, qu'on le plus souvent on identifie voilà, ce phénomène en s'appuyant sur la notion du populisme. Donc voilà, c'est la thèse centrale, c'est la montée du populisme, et on peut se demander à quel point ce vocabulaire était adéquat ou inadéquat, mais très souvent, bien sûr, il est très mal fondé, parce que, et encore, il exclut, c'est ce qui est important, que voilà, cette approche, il exclut en fait tout dialogue et tout débat de fond, qualification péjorative. Donc, en disant populisme, le plus souvent, on ne reconnaît pas par cela ce vote alternatif comme égal et légitime, moralement et rationnellement. Et donc, voilà, on peut tout simplement le rejeter. Donc, c'est une réaction, c'est une perception de rejet, de discussion, rejet de débat. Ouais. Mais je dois dire qu'on peut voir une chose symétrique, disons, de l'autre côté. Parce que vice-versa, pour moi, vice-versa, on parle toujours des élites et des peuples. Mais cette juxtaposition, dans le contexte du clivage dont je parle, un peu, elle est aussi superficielle et elle est aussi inexacte. Mais et de plus, il alimente, justement, voilà cette tendance de présenter les choses sur le registre voilà, de populisme. Mais il faut avouer une chose, en tout cas pour un expert qui suit ça, qui n'est pas tellement engagé en ça que les Européens eux-mêmes et qui le suit de l'extérieur. Je peux vous dire que tout prouve qu'il s'agit en fait
pas du conflit, du clivage entre les élites et le peuple, mais c'est un clivage qui transcende, qui passe à travers toute la société, oui, asymétriquement, mais quand même, il y a dans toutes les couches sociales, dans toutes les tendances idéologiques, parmi les supporters de tous les partis, il y a quand même les gens qui sont convertis. Voilà, cette idéologie, à cette politique qu'on nomme élitiste, politique, c'est stratégie des élites occidentales, et partout. Et quand on appelle, par exemple, quand on applique même à tout ça, à toute voilà, cette vague, les adjectifs comme facho ou réac, etc., et même on applique même ça aux hommes politiques aussi respectables, il y a aussi comme Fillon, qu'il est vraiment impossible de présenter comme un homme incliné ou qui a tendance à un extrémisme de quelque sorte. Bon, vraiment, ce ne sont pas les élites d'ailleurs qui le font, ce sont les gens de base, si vous voulez, les électeurs de gauche. Bon, donc ce clivage, il faut voir clair. Et Trump, enfin, il n'est pas un représentant du peuple. Là, ce sont, bien sûr, ce sont des élites. Aussi, c'est un représentant des élites. Donc, il faut voir clair que ce clivage, il passe verticalement, si vous voulez, à travers toutes les sociétés. Bien sûr, asymétriquement, ça dépend des priorités de valeurs, des priorités économiques, des priorités de raisonnement, mais quand même, c'est dans ce sens universel. Hein, universel et voilà, c'est pour moi, c'est un paramètre très important si on veut même analyser voilà ce qui se passe. Et donc, pour finir avec ça, je dirais que pour moi, même le mot de cette année, le mot-clé, hein, pour moi, le mot-clé, pas dans le sens que c'est le mot le plus employé, mais le mot qui reflète le mieux peut-être l'essence des choses. Ce n'est pas tellement rupture ou tsunami politique ou même post-vérité, comme on dit, mais c'est plutôt une cristallisation de ce clivage, une cristallisation de divisions, une cristallisation des divisions de leur fondement, les divisions, la cristallisation aussi des menaces et des enjeux. Et cette cristallisation, elle montre que les clivages traditionnels, tels que la différence entre les droites et gauches, même s'ils restent bien sûr viables sur certains sujets, c'est une réalité, mais ils sont dépassés en tant que ligne de division principale. Bon, et d'ailleurs, ce mot cristallisation, il est plutôt applicable non pas seulement à l'Occident, mais au monde entier, parce que c'est ce qu'on voit partout, un peu partout. Donc, globalement, l'année n'est pas apportée de percée, par exemple, de percée de changements brusques en dehors de l'Occident. Aucun conflit majeur n'a été réglé. Le monde n'est pas devenu plus sécurisé, mais je crois qu'on peut voir plus clair la donne et les enjeux dans différentes les enjeux principaux, les défis principaux dans différentes parties du globe. Merci.